Sous le soleil implacable du Sahel, un mineur burkinabé élève une barre d'or brillante. Ce n'est pas seulement du métal, c'est un manifeste, le fruit d'un programme transformant des déchets miniers en or raffiné à 89,7% sur un sol longtemps assigné à la dépendance. Comment une nation classée parmi les plus pauvres a-t-elle renversé l'équation économique et symbolique sans s'agenouiller devant la dette ni quémander l'expertise extérieure ? Ibrahim Traoré a préféré la fournaise à l'austérité, la chaîne de valeur locale à l'exportation brute. Ce choix a déplacé l'axe du pouvoir, de Zurich et Dubaï vers Ouagadougou. L'histoire de ce lingot ne parle pas seulement d'économie, mais de souveraineté. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un maillon faible du marché mondial, a décidé de redéfinir la valeur à partir de son propre sol. Le pari est audacieux. Transformer les résidus toxiques laissés par les multinationales en richesse nationale et prouver qu'une économie circulaire peut naître sans aide extérieure. Le bénéfice promis dépasse la simple croissance, c'est une dignité retrouvée, une indépendance forgée dans les flammes d'un projet collectif. En choisissant de produire et d'affiner son or localement, le pays rompt le cycle de la dépendance financière et réoriente son avenir vers l'autonomie durable. Ibrahim Traoré, conscient du risque, a placé sa présidence sous le signe du courage technologique et du refus de l'endettement. Si ce pari réussit, il pourrait offrir à tout le Sahel une feuille de route vers la souveraineté réelle. La révélation est survenue en 2025. En 8 mois, les résidus miniers du Burkina Faso ont généré plus de 1,4 milliard de dollars en or purifié, issus de déchets autrefois abandonnés par les compagnies étrangères. Ce chiffre, apparemment anodin sur le marché mondial, représente pour Ouagadougou une renaissance économique et symbolique. L'annonce a surpris les institutions financières internationales. Sans financement du FMI ni prêt bilatéral, la nation enclavée a mis au point un processus industriel autonome soutenu par des ingénieurs locaux et un réseau de laboratoires appelé Burkina Smart Refining Network. L'initiative, portée par Ibrahim Traoré, mêle écologie, technologie et politique dans une même équation. Récupérer la valeur perdue et restituer la dignité volée. Derrière cette réussite, une réalité plus dure s'impose. Pendant des décennies, Caranda de l'or brut burkinabé quittait le continent vers la Suisse, les Émirats arabes unis ou l'Inde. Chaque once exportée emportait avec elle une part de souveraineté. Les bénéfices restaient à l'étranger, tandis que les villages miniers s'enfonçaient dans la pauvreté et la pollution. La stratégie actuelle inverse cette logique. Chaque once raffinée, localement réduit les pertes fiscales, stimule la formation scientifique et renforce le tissu industriel. Mais cette révolution tranquille s'étend au-delà du métal. Elle traduit un changement psychologique. Pour la première fois depuis l'indépendance, la population associe progrès et maîtrise de ses propres ressources. Ce basculement idéologique est la véritable alchimie du projet. Transformer la dépendance en design, l'extraction en création. Ainsi, le Burkina Faso ne se contente plus d'extraire l'or, il extrait une nouvelle manière d'exister sur la scène mondiale en posant une question simple. Et si la souveraineté commençait par le contrôle de ce que l'on produit ? Dans les plaines de Houndé, un mineur nommé Abdoul incarne cette mutation silencieuse. Autrefois, il travaillait pour une société étrangère, creusant la terre pour un salaire dérisoire. Aujourd'hui, grâce au programme national, il raffine l'or pour son propre pays. Ses gestes sont les mêmes, mais leur sens a changé. Chaque barre produite est un acte d'indépendance. Pour lui, la promesse du projet n'est pas théorique. Elle brille littéralement entre ses mains. Ibrahim Traoré, en présentant ses premiers résultats à la télévision nationale, a évoqué la science de la liberté, une expression devenue le mot d'ordre d'une génération. Les premiers effets concrets sont visibles. En moins d'un an, la production locale a augmenté de 45%, tandis que les exportations brutes ont chuté de 600 millions de dollars. Les profits réinvestis ont permis de financer de nouveaux laboratoires et des formations pour plus de 4000 techniciens. Derrière chaque chiffre, il y a des visages, des femmes ingénieurs, des chimistes, des apprentis sortis des écoles de Ouagadougou. La chaîne de valeur, autrefois dominée par les multinationales, est en train de se réancrer sur le territoire. Ce changement n'est pas qu'économique, il est existentiel.
Pour la première fois, le Burkina Faso ne se définit plus par ce qu'il vend, mais par ce qu'il transforme. Et cette transformation commence dans les mains d'hommes et de femmes qui refusent désormais d'être de simples ouvriers du monde. Tout a commencé par un choix à contre-courant. En pleine crise de la dette africaine, alors que le FMI exigeait de nouveaux ajustements, Ibrahim Traoré a refusé l'austérité. Il a choisi d'investir dans les déchets, un mot jadis synonyme de perte, pour en faire une promesse de renaissance. Le premier site pilote, installé près de Ouagadougou, a été aménagé sur les ruines d'une ancienne exploitation étrangère. Là où s'étendaient des collines de poussière grise, les ingénieurs burkinabés ont installé des cuves de biolixiviation. La technologie, mise au point localement, permettait d'extraire l'or résiduel en réduisant de 60% la toxicité et les coûts de près de $200 par once par rapport aux méthodes classiques. Les débuts furent incertains. Les experts étrangers doutaient de la faisabilité du procédé. Pourtant, en moins de 8 mois, les résultats dépassèrent toutes les prévisions. 1,4 milliard de dollars d'or purifié à 99,7%. La nouvelle fit le tour du continent. Les caméras des grandes chaînes africaines affluèrent, les analystes de Londres et Zurich exprimèrent leurs craintes. Si le Burkina Faso réussit sans nous, d'autres suivront. Le paradoxe devint évident. La souveraineté locale commençait à déranger les équilibres mondiaux. Mais cette réussite n'était qu'une première étape. Derrière chaque barre d'or, il y avait des transformations plus profondes, des villages alimentés en énergie solaire grâce aux revenus du programme, des coopératives de femmes créées autour du raffinage et un réseau de jeunes ingénieurs revenus de la diaspora pour participer à l'aventure. Le gouvernement créa la SONAP, l'Agence nationale pour la production et la commercialisation de l'or, chargée de superviser toute la chaîne, de l'extraction à l'exportation. Les mois suivants, la dynamique s'amplifia. Les exportations d'or brut chutèrent de 37%, les réserves de devises augmentèrent et pour la première fois, le Burkina Faso connut un excédent commercial dans le secteur minier. Mais plus que les chiffres, c'est l'état d'esprit qui avait changé. Dans les écoles techniques, on enseignait désormais l'histoire de la métallurgie africaine, des forges nubiennes aux raffineries modernes. Ce que nous faisons ici, disait un professeur, ce n'est pas de la chimie, c'est de la mémoire transformée en maîtrise. Ainsi se dessinait une chronologie singulière. Crise, résistance, invention, transformation. Et au centre de cette chaîne, Ibrahim Traoré, symbole d'un leadership enraciné dans la matière même du pays. En reliant science, souveraineté et dignité, il montrait qu'un lingot pouvait peser plus lourd que 1000 discours diplomatiques. Les chiffres racontent d'ici une histoire plus puissante que les discours. Depuis le lancement officiel du programme d'or à partir des déchets, l'efficacité du raffinage national a augmenté de 45%, tandis que la dépendance aux exportations brutes a diminué de près de 600 millions de dollars par an. Ces données, vérifiées par la SONAP, traduisent une bascule structurelle. Pour la première fois, le Burkina Faso conserve sur son sol la majorité de la valeur produite par ses ressources. Ibrahim Traoré a résumé cette transformation en une phrase devenue célèbre. « Nous avons cessé d'exporter notre avenir ». Derrière ces pourcentages se cache une ingénierie entièrement locale. Les procédés de biolixiviation développés à Ouagadougou ont permis de réduire la toxicité du raffinage de 60% et les coûts de production de près de $200 l'once. Les bénéfices de cette économie sont réinjectés dans l'éducation et la formation. Plus de 4000 techniciens, ingénieurs et chimistes ont été formés, tandis que 30% de la nouvelle main-d'œuvre du secteur est désormais féminine. Ces chiffres illustrent un changement social profond. La souveraineté se mesure désormais aussi dans l'équité, mais les données ne sont pas seulement nationales. Selon un rapport régional de la Banque africaine de développement, si le modèle burkinabé était reproduit à l'échelle du continent, l'Afrique pourrait conserver jusqu'à 15 milliards de dollars par an à l'intérieur de ses frontières. Ce potentiel place le Burkina Faso au cœur d'un débat mondial sur la valeur réelle. Les analystes internationaux y voient une menace pour le monopole historique des raffineries européennes. Pour Ouagadougou, c'est au contraire une victoire morale, prouver que la technologie peut être un instrument de libération. En retenant l'or, le pays retient aussi la connaissance. Les ingénieurs de la SONAP développent désormais des logiciels de suivi en temps réel,
permettant d'ajuster les paramètres de raffinage sans dépendre d'expertise étrangère. Cette autonomisation technique est peut-être la donnée la plus précieuse de toutes. Elle prouve qu'un modèle africain peut être à la fois performant, durable et émancipateur. Les critiques n'ont pas tardé. Certains économistes étrangers affirment que le modèle burkinabé reste fragile, dépendant des fluctuations du prix de l'or et du coût élevé des nouvelles technologies de raffinage. D'autres, plus sceptiques, y voient une utopie nationaliste incapable de résister à la pression des marchés mondiaux. Selon eux, sans capitaux étrangers, la durabilité du projet serait compromise à moyen terme. Enfin, les défenseurs du libre-échange dénoncent le risque d'isolement économique, estimant qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut prospérer sans l'appui des institutions internationales. Ces arguments sont cohérents sur le papier, mais la réalité des chiffres raconte une autre histoire. Depuis la mise en œuvre du plan, les recettes publiques issues du secteur minier ont augmenté de 3 millions de dollars, tandis que les coûts de production chutaient de 37%. Aucun effondrement n'a suivi. Au contraire, le pays a connu une croissance de 88% malgré le désengagement des bailleurs traditionnels. Les infrastructures locales se multiplient et les exportations d'or raffiné vers d'autres nations africaines créent de nouveaux partenariats régionaux. Ibrahim Traoré, souvent accusé de populisme économique, a répondu par les faits. « Notre isolement est une illusion », disait-il. Ceux qui ferment leurs portes découvrent qu'elles s'ouvrent ailleurs. En réalité, le Burkina Faso a ouvert une troisième voie, ni dépendance, ni autarcie, mais interdépendance et choisie. L'objectif n'est pas de rompre avec le monde, mais de renégocier sa place en son sein. Ainsi, les critiques, loin de fragiliser l'expérience, ont renforcé sa légitimité. Elles ont permis au pays d'affirmer sa stratégie face aux institutions et d'affiner son discours souverain. Dans cette confrontation d'idées, le Burkina Faso n'a pas perdu son souffle. Il l'a trouvé. Au milieu du récit, un basculement net. La souveraineté n'est plus une revendication, mais une méthode. Dès 2025, le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait transformer la contrainte en levier. Ibrahim Traoré, dans un discours bref mais incisif, déclara « Ce que le monde appelle crise, nous l'appelons création ». Cette phrase, reprise par la presse régionale, résume la philosophie nouvelle, faire de la rareté une ressource. Ce tournant s'est matérialisé par la naissance d'un réseau panafricain de coopération minière, où le Burkina Faso partage son savoir-faire avec le Mali, le Niger et la Tanzanie. Ce qui semblait au départ un projet local est devenu une matrice continentale, la preuve que l'innovation peut naître dans la marge. Les ingénieurs appellent ce moment l'effet fourneau, le point où la chaleur de l'adversité forge une identité collective. À ce stade, la révolution tranquille est devenue visible. Les images des premières barres d'or fabriquées au Burkina Faso circulaient sur les réseaux, rappelant que la dignité peut aussi être estampillée. Les retombées du modèle burkinabé s'étendent bien au-delà des mines. Dans les campagnes, les programmes d'éco-restauration financés par les revenus du raffinage ont permis de récupérer plus de 12 000 acres de terre contaminés et de planter 8 000 arbres près des anciens sites industriels. Les paysans, autrefois victimes de la pollution au mercure, voient désormais renaître les sols qui nourrissaient leurs ancêtres. Dans les villages du Sahel, le changement est tangible. Là où les rivières étaient toxiques, elles coulent à nouveau clair. La richesse, pour la première fois, ne s'oppose plus à la vie. Dans les zones urbaines, l'impact est économique et social. Le secteur du raffinage emploie désormais plus de 10 000 personnes, dont 40% de femmes. Les salaires ont augmenté de 35%, faisant du secteur minier l'un des plus importants contributeurs au PIB hors agriculture. Cette redistribution transforme le visage du pays. Chaque emploi équivaut à une famille sortie de la pauvreté, un enfant envoyé à l'école, une communauté qui retrouve le droit de rêver. Ibrahim Traoré, lors d'un discours à Ouagadougou, a parlé d'un effet boule de feu. L'énergie d'un peuple réinvestie dans son propre futur. Les artisans, longtemps marginalisés, sont désormais intégrés dans l'économie formelle. Plus de 60 000 mineurs artisanaux ont été formés et enregistrés dans le programme Chaîne propre de la SONAP. Le mercure a été remplacé par des procédés biologiques. Les ventes légales d'or artisanal ont triplé, ajoutant près de 280 millions de dollars à l'économie nationale.
Ces chiffres, au-delà de leur symbolisme, traduisent un basculement de paradigme. La dignité est devenue un indicateur macroéconomique, mais l'effet le plus profond est peut-être psychologique. Dans les écoles, les professeurs enseignent désormais que chaque formule chimique est un acte d'émancipation. Les étudiants voient dans la science non plus un miroir de l'Occident, mais un outil d'affirmation de soi. Ibrahim Traoré, cité dans un manuel, résume cette idée. L'or est notre prétexte. Ce que nous raffinons vraiment, c'est notre liberté. Ainsi, le Burkina Faso, par son exemple, a semé une conviction nouvelle qu'une nation n'a pas besoin d'être grande pour être libre, mais d'être lucide sur la valeur qu'elle crée. L'avenir du modèle burkinabé se dessine selon 3 trajectoires possibles, chacune révélatrice d'un choix collectif. Dans le scénario de base, le pays consolide ses infrastructures de raffinage et atteint d'ici 2026 une part de 30% d'or recyclé dans la production nationale. 3 nouveaux centres, à Houndé, Kaya et Gawa, devraient traiter jusqu'à 250 000 tonnes de résidus miniers par an. Ce rythme garantirait environ 1 milliard de dollars de valeur ajoutée annuelle et renforcerait la position du Burkina Faso comme référence du raffinage vert africain. Dans un scénario optimiste, la coopération régionale via l'Alliance des États du Sahel, AES, s'élargit. Les partenaires maliens et nigériens adoptent la même approche circulaire, mutualisant la technologie et réduisant la dépendance au FMI. Dans cette projection, la zone pourrait retenir 20 milliards de dollars par an sur ses ressources naturelles, redéfinissant la carte de la richesse mondiale. Ibrahim Traoré deviendrait alors non seulement un chef d'État, mais un architecte continental de la souveraineté économique. Dans un scénario plus incertain, les tensions géopolitiques ou la baisse du cours de l'or ralentissent les investissements. Les risques résident dans l'isolement commercial et le sabotage économique externe. Cependant, la résilience acquise, formation locale, diversification des alliages, autonomie énergétique limitent ces vulnérabilités. Le pays pourrait maintenir un équilibre, même en cas de choc mondial. Quel que soit le chemin emprunté, le principe directeur reste inchangé, transformer les contraintes en moteur d'innovation. Le Burkina Faso a prouvé qu'une économie fondée sur la création locale peut survivre sans les dogmes imposés de la finance internationale. La question n'est donc plus si, mais comment cette expérience s'étendra. Au-delà des chiffres, cette révolution touche la vie quotidienne. Dans les écoles, les enfants apprennent que l'ingénierie n'est plus une science étrangère, mais une langue nationale. Les affiches dans les rues de Ouagadougou rappellent que chaque lingot fondu est une victoire sur la dépendance. Les familles qui vivaient autrefois de l'extraction informelle découvrent une stabilité nouvelle, l'accès aux soins, à l'éducation et à la reconnaissance. Pour beaucoup, c'est la première fois que le progrès se traduit par un repas complet et un avenir lisible. Les jeunes, surtout, se réapproprient le récit. Ils voient en Ibrahim Traoré non pas un héros lointain, mais un modèle d'action. Dans les universités, des groupes de recherche se créent autour de la notion de technologie libératrice, explorant comment les innovations locales peuvent résoudre les crises mondiales sans perdre leur âme. Le patriotisme ne se chante plus seulement dans les discours. Il se code, il se fond, il se calcule. Cette transformation émotionnelle dépasse le cadre national. Des voix s'élèvent ailleurs en Afrique pour dire « Si le Burkina Faso peut redéfinir l'or, pourquoi pas nous ?» La contagion est symbolique mais réelle. Elle révèle un continent qui, au lieu d'implorer l'aide, propose une méthode. Et dans ce miroir de dignité, chaque spectateur trouve sa propre part de lumière. Pour pérenniser cette souveraineté nouvelle, le Burkina Faso a défini une feuille de route claire en 5 étapes. D'abord, renforcer les capacités techniques de la SONAP afin de garantir la transparence complète de la chaîne de valeur, de la collecte à l'exportation. Ensuite, développer les centres de formation régionaux pour former 10 000 nouveaux techniciens d'ici 2026, ancrant la compétence dans chaque province, puis créer un fonds de recherche dédié à la biolixiviation et à la chimie verte, financé à 20% par les revenus de l'or recyclé. Par ailleurs, établir un cadre juridique panafricain à travers l'AES, assurant une réglementation commune indée sur l'exploitation durable. Enfin, institutionnaliser la redevabilité souveraine, publier chaque trimestre les gains, pertes et indicateurs sociaux liés à la filière. Ibrahim Traoré a présenté ce plan non comme une promesse, mais comme une responsabilité partagée.
Notre indépendance ne tiendra pas à un homme, mais à un mécanisme, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Ouagadougou. Le projet repose sur une idée simple: mesurer la réussite non pas en dollars, mais en résilience. À travers cette démarche, le pays montre qu'il ne cherche pas la grandeur, mais la cohérence. La souveraineté devient un protocole reproductible, vérifiable, transmissible. Et si cette méthode se diffuse, c'est tout un continent qui pourrait réapprendre à produire sans dépendre. Dans le musée national de Ouagadougou, une seule barre d'or attire les regards. Ce n'est pas la plus grande ni la plus pure, mais c'est la première fondue sur le sol burkinabé. Ibrahim Traoré l'a présentée comme un symbole, pas comme un trophée. Ceci n'est pas un métal, c'est notre mémoire transformée en maîtrise. Cette phrase, gravée à l'entrée du hall, résume l'esprit d'un peuple qui a refusé d'être défini par le manque. Le mineur Abdoul, devenu ingénieur, se tient à côté de cette barre, le regard calme. Il se souvient du temps où ses mains creusaient pour d'autres et mesure aujourd'hui le poids de ce qu'elles ont créé. Autour de lui, les visiteurs voient plus qu'un lingot. Ils voient la preuve qu'une nation peut renaître sans renier sa douleur. Cette émotion collective, forgée dans la poussière et la lumière, scelle la véritable victoire. Celle d'un pays qui a appris à se voir autrement. Le métal a changé d'état. Et l'esprit aussi. Alors que les fourneaux du Burkina Faso continuent de briller dans la nuit du Sahel, une idée s'impose. Et si la vraie richesse n'était pas l'or, mais la capacité d'un peuple à créer de la valeur à partir de lui-même? L'histoire de cette transformation n'appartient pas seulement au Burkina Faso, elle appartient à tous ceux qui croient que la dignité peut être forgée, non donnée. Ibrahim Traoré l'a dit sans détour: nous ne cherchons pas la charité, mais la justice de notre propre travail. Ces mots résonnent aujourd'hui bien au-delà des frontières nationales. Le modèle burkinabé invite à une réflexion universelle. Que se passerait-il si chaque nation apprenait à recycler sa dépendance en puissance, sa douleur en projet? L'or n'est peut-être qu'un miroir. Il reflète ce que nous décidons de voir. Et vous, spectateurs, lecteurs, citoyens, croyez-vous encore que la liberté s'importe? Ou pensez-vous, comme eux, qu'elle se forge?